Chers collègues, on va pouvoir démarrer ce conseil communautaire. Vous avez vu que l'ordre du jour n'est pas forcément léger. J'imagine que vous avez tous envie d'être en vacances. Elles arrivent avec les fêtes de fin d'année. Je vous propose que nous commencions par l'appel. Patrick Romestin, si tu veux bien. Bonsoir à toutes et à tous. Alban Fontenil. Simone Christin Lafont remplacée par René Suchet, Jean-Claude Garde, Quentin Paquet, Robert Rogeff, Anne Jouanjean en retard, Clément Gaumont, Claudine Cour, André Gay, Thierry Deville a donné pouvoir à Christine Bertin, Hervé Bru, Christine Bertin, Serge Dirory a donné pouvoir à Jean-Claude Garde, Frédéric Serret a donné pouvoir à Patrice Potonnier, Marie-Thérèse Giry, Sylvie Genebry remplacée par Alain Dumoulin, Alféo Guillotot, Valérie Goudfard, Pierre Giraud, Patrice Couchot, Marc Pellardi, Christiane Brunjari, Christiane, Roland Bost, Georges Thomas, André Barthélémy, Karine Gandray, Michel Jassler, Pierre Barthélémy, Yannick Touran, merci Vivien, Christian Cassoulou remplacé par Pierre-François Chaud, Christophe Détrat, Dominique Guillain, Valérie Alvic, François Forcher, Jean-Philippe Montagne, merci, Pascal Roche, Serge Grandjean, Thierry Chavaran, Bernard Tranchant, Marie-Gabrielle Pfister, Thierry Missonnier, Patrick Romestin présent, Alain Limousin. Ok, merci. Roland Bonnefoy, Thierry Gouby, Pierre Verdier, Georges Boncompin, Daniel Dubost, René Avril, Bernard Coutenceau a donné pouvoir à Serge Grandjean, Christophe Basile, Christiane Bayet, Abderrahim Bentayab a donné pouvoir à Christiane Bayet, Jean-Yves Bonnefoy a donné pouvoir à Jean-Paul Forestier, Pierre Camprino a donné pouvoir à Gérard Vernet, Bernard Cotier, Géraldine Dergelet, Catherine Doublet a donné pouvoir à Martine Grivillère, Jean-Marc Dufix a donné pouvoir à Daniel Dubost, Jean-Paul Forestier, Cindy Jardina pouvoir à Cécile Mariette, Martine Grivillère, Cécile Mariette, Gérard Vernet, Martine Matra excusée, Stéphanie Fayard, Julien Degout, pouvoir à Jean-Marc Dumas, Gérard Barou, Michel Robin, Pierre Garbil, Monique Ray, Christelle Masson, Stéphanie Chaptu, Patrick Ledieu, Joël Épinat, Marc Archer, Rachel Meunier-Favier, David Sary, Michel Jourgeon, David Buisson, Frédéric Millet, Frédéric, Nicole Giraudon, Jean-Luc Daval-Pommier, Évelyne Chouvier, Paul Duchamp, Olivier Joly, Jean-Pierre Bras, Jean-Baptiste Chaussy, Béatrice Dauphin a donné pouvoir à Gilbert Lorenzi, René Françon, Flora Gauthier a donné pouvoir à René Françon, Alain Laurendon, Nathalie Legal, Gilbert Lorenzi, François Madvet, Pascal Pelou, Ghislaine Poyat a donné pouvoir à Nathalie Legal, Carole Tavitien a donné pouvoir à François Madvet, Gilles Thomas, Éric Lardon a donné pouvoir à Olivier Joly, Martine Charles, Marcel Jouara, Stéphane Villard, Rambert Paillard, Jean-Marc Dumas, Christian Soulier, Annie Ostar, André Gachet, Jean-Maxence de Monchy, Frédéric Pugnet, Pierre Brevet, Michael Miomembre, Jean-René Jondel remplacé par Marie-Pierre Barou, Jean-Marc Grange, Marie-Thérèse Gagnard a donné pouvoir à Jean-Marc Breton, Christophe Breton a donné pouvoir à Thierry Gouby, Julien Ronzier, Yves Martin, Patricia Carrette, Thierry Hareux, Nicole Pinet a donné pouvoir à Yves Martin, Gérard Peslon, Alexandre Palmier a donné pouvoir à Alban Fontenil, Yves Duport, Hervé Béal, Jean-Paul Tissot, Hervé Perronnet remplacé par Thierry Maillère et Bertrand Daval remplacé par Patrice Potonnier. Merci. Merci Patrick. Robert Roget était OK pour être secrétaire de séance.
Si personne ne veut se proposer, je propose donc Robert Rogef désigné comme secrétaire de séance. Et nous allons passer à l'approbation du procès-verbal du Conseil communautaire du 21 novembre. Est-ce qu'il y aurait des questions sur ce procès-verbal? Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Le premier point à l'ordre du jour, c'est l'installation d'un nouveau conseiller communautaire suppléant pour la commune d'Usson-en-Forêt pour faire suite au décès de Madame Josette Foléa le 24 octobre dernier. Il est proposé d'installer Monsieur Maurice Gallon en qualité de conseiller communautaire suppléant. Ce soir, le titulaire Hervé Béal est toujours, bien sûr, titulaire. Il est présent. Je ne sais pas si Monsieur Maurice Gallon est là. Il n'est pas là. Il n'y a pas de vote, hein, c'est une installation. Et écoute, Hervé, tu pourras dire bienvenue à Monsieur Maurice Gallon. On lui dira quand il viendra si jamais tu ne peux pas assister au conseil communautaire. Le deuxième point du jour sera présenté par Yves Martin. Bonsoir à toutes et tous. Il s'agit pour ce point, de la modification de la délégation du président. Vous avez vu qu'il y a une délibération qui est un peu conséquente et je vais vous en faire, si vous en êtes d'accord, un résumé synthétique pour en faciliter la compréhension et vous parler de plusieurs points importants mais qui méritent d'être soulignés. Le seuil de la CAO. Pour rappel, le seuil réglementaire de réunion de la CAO en marché de travaux est de 5 538 000 € hors taxes. Loire-Forêt s'astreint à respecter actuellement un seuil beaucoup plus bas de son propre chef, dès 221 000 €, sans autre obligation légale et d'ailleurs sans commission légalement constituée non plus. En termes d'efficacité, le seuil de 221 000 € hors taxes en marché de travaux ne semble pas complètement adapté à l'activité de l'agglomération et freine fortement la réactivité de l'administration dans les commandes de travaux. Au niveau de la transparence, les décisions prises par délégation doivent figurer et figurent déjà au tableau des décisions. L'information y est claire et complète avec le nom du marché, du titulaire, le montant. Toute question peut être posée en conseil communautaire. Pour un peu plus d'efficience, cette proposition s'inscrit dans une démarche de simplification et de gain de temps. Dans cette période d'incertitude budgétaire, mais également d'inflation réglementaire, cela permet par ailleurs de contenir la masse salariale des agents en réduisant le temps administratif de gestion. Et l'objectivité de cette délibération, il s'agit d'augmenter le seuil de délégation de manière réfléchie et de répondre aussi aux impératifs des fins de mandat avec des travaux réalisés en temps et en heure. Je me permets d'ajouter un point à ce niveau-là, c'est que quelquefois on est obligé d'anticiper de faire signer le président par anticipation pour ne pas perdre de temps sur certains marchés, sur certains travaux, pour que ça reste bien dans la période que la commune réclame pour l'exécution de ces travaux. Ce que je voudrais vous rajouter, c'est que ce seuil peut être modifié à tout moment et les seuils de signature accordés au président seront, quoi qu'il en soit, revotés au prochain mandat, comme c'est le cas tous les débuts de mandat. Et il s'agit, pour la fin de ce mandat, d'un essai à ce niveau-là. Voilà. Est-ce que vous avez des questions ? Oui, je voudrais faire une remarque. Moi, je préférais que quand même le seuil reste au seuil qu'il est aujourd'hui et que, par exemple, il ne passe pas en conseil communautaire, il soit comme anticipation. Parce que quand on est en CAO, on pose beaucoup de questions et quand vous recevez, toutes les questions qu'on a posées aux techniciens n'apparaissent pas. Et d'ailleurs, depuis le début de cette mandature, il y a des choses qui ont un peu changé par rapport aux notations, du fait que on n'était pas toujours d'accord et que parfois on posait des questions, on approfondissait. Donc on est quand même 11 personnes qui jugeaient un petit peu. Je trouve que quand même 400 000 €, il y a quand même tout un tas de projets qui rentreront pas dans cette enveloppe.
Alors, est-ce que peut-être il vaudrait mieux de dire tous les projets qui sont estimés par les services au-dessous de 400 000 peuvent être mis en anticipation, mais qui restent quand même en CAO, puisque là, on est quand même des personnes, je pense, responsables et puis impartiales, et qu'on pose des questions et qu'on a quand même des réponses par rapport aux services. Sinon, moi, j'estime que, on dit c'est pas les services qui vont commander, mais finalement, jusqu'à 400 000, c'est les services qui décideront quand même. Voilà ma question. Oui, on va peut-être répondre à Marcel. Effectivement, nous en avons discuté en commission d'appel d'offres, puisque Marcel, tu en fais partie, et j'ai que comprendre que ça pouvait potentiellement te poser problème. On n'est pas là pour faire quelques cachotteries que ce soit, et dissimuler quoi que ce soit. Il est vrai que les discussions qui ont lieu en commission d'appel d'offres sont très ouvertes et que chacun, je parle sous le contrôle des autres membres de la commission d'appel d'offres qui sont présents ce soir, les choses se passent dans de très bonnes conditions et que quelquefois, il nous est arrivé de faire quelques modifications, le cas échéant. Jamais de grande ampleur, il faut le reconnaître, malgré tout. Bon, après, ça me fait plaisir que tu soulignes le côté agréable de cette commission. Je le prends pas que pour moi, mais je le prends aussi pour les services. Mais voilà, donc je ne sais pas si j'ai répondu à ta question, mais tu sais, voilà. Alors, je vois que tu dodelines, tu dodelines de la tête. Est-ce que tu voudrais entendre autre chose que ce que je viens de te dire? Ce que je veux juste entendre, c'est dire que au-dessus de jusqu'à 400 000, moi je pense qu'il y a tout un tas de travaux, parce que je vois tous les estimatifs qu'il y a, et qu'il y a tout un tas de travaux que les élus n'auront plus la main dessus. Je fais confiance aux services, mais quand même, par rapport aux techniciens, parfois on demande des explications, pourquoi ils ont noté ça, pourquoi ils ont fait ça. On a tout à fait confiance en eux, mais quand même, nous élus, on est quand même, on regarde quand même parfois certaines choses, quoi. Donc, dans les communes, c'est ce qui se passe. Quand on fait des MAPA, on sait bien que c'est 5 millions. Mais si on se disait, tiens, dans les communes, on reste MAPA, souvent on se fait un règlement intérieur en disant, bon, suivant les petites communes, au-dessous de 45 000 ou au-dessus de 50 000, on fera une CAO parce qu'on veut que ça soit quand même que les autres élus, ils puissent y assister et ils peuvent donner leur avis. Sinon, on peut dire, le maire, il prend toutes les décisions et puis les autres, ils acceptent les décisions. Voilà un peu mon point de vue. Alors, ce qu'il faut quand même souligner, c'est que ça limite le nombre de marchés qui ne vont pas passer entre ces deux seuils, entre le seuil de 221 et de 443. Ça limite quand même, c'est très limité le nombre de marchés sur une année. J'ai des chiffres précis. Voilà. Oui, parce que Marcel, la prise de parole est finalement synonyme à ce qui s'est vécu en commission et c'est la même commission qui finalement était d'accord pour présenter cette délibération. Donc aujourd'hui, il y a eu des discussions. Moi, je dis simplement, au travers de la caricature que tu donnes, avec un maire qui signerait tous les marchés sans avis, parce que c'est une caricature, sur cette somme, 91% des marchés sont supérieurs à 443 000 € sur loi forêt agglomération. En 2023, c'est plus de 82 millions d'euros passés devant le conseil communautaire. Et sur ces 82 millions, 75 millions sont supérieurs à 443 000 €. Donc cette délibération représente 8% des marchés. Donc ce n'est pas du tout confié. Voilà. Il se trouve que ces marchés, par contre, même s'ils représentent que 8%, ils représentent 50% des procédures. C'est-à-dire qu'il arrive un moment où ça prend beaucoup de temps. Et moi, j'ai une écoute très insistante des entreprises
qui se plaignent de la lenteur de nos décisions par moment, sur justement des marchés qui ne sont pas trop importants. C'est essentiellement ça, d'ailleurs, qui a provoqué cette décision. Absolument pas une envie de squeezer une commission d'appel d'offres qui fonctionne magnifiquement bien. Voilà, je suis très clair, c'est même pas une demande de ma part, c'est une demande du terrain où on s'est rendu compte que statistiquement, ce seuil, qui est d'ailleurs pas sorti du chapeau, c'est un seuil des entités, je ne sais même pas comment ça s'appelle, enfin, 443 000, c'est un chiffre qui existe déjà. C'est vraiment une demande finalement du terrain qui nous a dit, bon, sur certains marchés, vous êtes trop long, et on est trop long, non pas parce que c'est mal instruit, non pas parce que la commission d'appel d'offres met trop de temps, non pas parce que, mais parce qu'on doit attendre la décision d'un conseil communautaire. Voilà. Après, j'entends, Marcel, quand tu me demandes que les décisions par anticipation, ça pose pas de problème. Ben si, ça pose problème. On a eu souvent la remarque au sein de ce conseil communautaire. Et toi-même, tu as fait l'objet de demandes par anticipation pour la commune. Bon. Là, je rappelle que ça concerne que 8% des marchés. C'est vraiment pas du tout un échappement à la commission d'appel d'offres. Vous l'aurez compris. Daniel Dubost. Oui, alors merci parce que ça éclaire un peu parce que je ne suis pas un spécialiste de ça, mais il y a deux, trois petites questions qui me posent. Le code général des collectivités territoriales dit c'est 221 000. Là, il y a 443. Et donc, si j'ai bien compris, on vote une délibération pour passer de 221 à 443, quelque chose qu'on avait voté il y a un an, pile. On était à 221 il y a un an, on avait voté. Et donc, ça veut dire que tous les dossiers qui sont inférieurs à 400, à 443, ils ne passent plus en CAO. C'est bien ça que ça veut dire. Peut-être je me trompe, je ne suis pas un spécialiste, donc c'est bien si on peut comprendre. Parce que moi, ce que je vois de ma fenêtre, mais je me trompe sûrement, c'est que je me dis, c'est quand même... J'entends la collègue qui dit il y a une CAO qui existe, qui pose des questions, qui challenge un peu les techniciens. C'est pas mal non plus. Et il y a une forme, enfin, pas faire des grands mots, mais une forme de démocratie qui s'exerce. C'est pas mal là. On va dans un sens, on voit bien, c'est le sens de l'histoire. Mais moi, j'aime bien comprendre les choses. Pourquoi c'est 221, 443 maintenant? Voilà, parce que quand on est dans une petite commune comme la mienne, moi, un truc de 400 000 euros, ça n'arrive jamais, quoi. Enfin, je veux dire, et je ne dois pas être le seul, quoi. Mais peut-être que on n'est pas riche, nous, hein, mais je veux dire, ça concerne qui, cette affaire-là, quoi. Voilà. Je suis peut-être brouillon, j'y comprends pas grand-chose, mais voilà, j'essaie de dire ce que je pense. Merci. Alors, quand tu dis que ça a changé il y a un an, effectivement, ça a changé il y a un an parce que c'était 215 000. Ça évolue tous les ans. Voilà, pour ce qui est des fournitures. Hein. Ça évolue, c'est la réglementation nationale qui nous guide sur ces chiffres-là. Voilà. Ce qu'il faut savoir, c'est que, comme je l'ai souligné, le président a signature à 5 millions et des brouettes, là, 5 538 000 euros. Jusque-là, comme on a donné la signature au président, on n'est pas obligé de passer tout ce qui est en dessous. On le fait volontairement et jusqu'à présent au seuil de 221 000. Et pour reprendre, je ne veux pas répéter ce que vient de dire le président, mais pour gagner un peu de temps et avoir un peu plus de souplesse et moins mettre la pression sur les services, parce que c'est eux en fait qui subissent la pression, c'est les services. On a voulu augmenter ce chiffre. Mais, comme je le dis, c'est un essai pour l'année, là, hein, puisque ça va être un scoop pour personne. Vous savez qu'en début 2026, nous aurons des élections et il faudra, à ce moment-là, tout remettre en question ou pas, si besoin ne s'en fait pas sentir. Voilà. Alors, pour être encore plus complet et beaucoup plus clair, pardon, le sujet est complexe. Vous avez deux types de marchés. Vous avez les marchés de fourniture qui sont limités par la loi à 215 000 euros l'année dernière, 221 000 l'année dernière, et c'est la raison pour laquelle le marché de fourniture est réévalué.
il y a le marché de travaux qui, lui, donne délégation à 5,5 millions au président. Jusqu'à maintenant, on a aligné le marché de travaux sur le marché de fournitures. Donc, c'était 221 000 pour les fournitures obligatoires. Marché de travaux, notre décision. Pour des raisons d'accélération de certains dossiers, le marché de travaux, qui pourrait être de 5 millions, on vous le propose à 443 000. Il reste malgré tout sur les marchés de travaux 92% des marchés qui passeront par le conseil communautaire, les marchés de travaux, et 8% échappent au conseil communautaire, les marchés de travaux, qui pourraient être de 5 millions. En fait, la décision qu'on avait prise d'abaisser ce seuil au conseil communautaire de 221 000 était une décision de simplification de seuil, mais qui a entraîné une lourdeur dans notre process de décision pour le marché de travaux que les entreprises nous ont critiqué, puisque ce seuil est différent entre les collectivités. Je crois qu'une collectivité voisine applique le 5 millions. Je ne cite pas. Effectivement, dans cette collectivité, ça va beaucoup plus vite. Et donc, régulièrement, les entreprises nous disent, qu'est-ce que vous foutez chez vous? Donc, est-ce que c'est plus clair? On a un marché de fourniture qui est lié à un seuil légal qu'on ne peut pas dépasser, mais qui est réajusté chaque année. Et c'est ça qu'on a voté l'année dernière. Et on a un seuil de marché de travaux qui est à 5 millions et quelques, qu'on s'est appliqué à 221 000, mais quelque part, si je vous le dis, administrativement, ça a un peu tiré une balle dans le pied. Encore régulièrement, je me dis qu'il faut simplifier un peu notre administration, c'est ce qu'on vous propose à 443 000. On n'a pas osé vous proposer 5 millions. D'autres le font. Et les entreprises nous le reprochent. Malgré tout, ce seuil permet d'accélérer un nombre de projets et de simplifier relativement de façon, j'allais dire, conséquente, sans malgré tout répondre à la totale demande de nos entreprises. Pardon. C'est bon? Oui, je dis, c'est légitime ce souci d'efficacité. Simplement, moi, je vois, quand on est un maire d'un petit village, pour aller après voir les décisions de délégation du président, honnêtement, c'est des trucs, je le dis, hein, j'y vais pas, c'est lourd et voilà, enfin, c'est parti, quoi, après, quoi. Voilà, c'est un sujet voilà, que je voulais dire. Voilà. Merci. En tout cas, des explications qui sont claires. Effectivement, il y aura 8% de sujets en décision en plus. Alors, je crois, alors en nombre, c'est moins de 20, je crois. Mais c'est quand même moins de 20. M. Verdier. Oui, est-ce qu'on ne peut pas trouver un compromis, justement, de dire que qu'on reste comme on est et que pour des affaires urgentes, des dossiers urgents, eh bien, qu'on passe à travers. Bon, je ne sais pas, on ne peut pas trouver un compromis entre les deux. Le compromis est proposé ce soir tel qu'il est. Julien Ronzier. Oui, alors, bon, moi, sur la rapidité, j'entends, mais en ayant quand même un conseil communautaire tous les mois, voilà, ça m'interroge un petit peu, tout simplement. Cet argument-là m'interroge. OK. Yves, voilà, je vous ai, je pense, tout dit. On a des réunions très régulièrement avec nos représentants des entreprises. Le signal qui est envoyé me semble extrêmement bon. Et par rapport à ce que j'ai pu écouter un certain nombre de fois dans ce conseil communautaire sur nos rapidités, notre allègement, voilà, ça n'enlève en rien le fait que vous serez au courant. Ça reste des marchés de 443 000 euros. Je vous le redis, d'autres collectivités ne sont pas là-dessus. Il y en a même pas qui sont à ce niveau-là. Et de temps en temps, ça nous l'est reproché. Et je trouve que le seuil qui est donné est un seuil très de bon compromis. Yves. S'il n'y a pas d'autres questions, eh bien, nous passons au vote. Qui est contre?
Levez bien les mains, s'il vous plaît, qu'on puisse faire un comptage optimum. 8, 8, c'est ça? 8 pour les comptes. Qui s'abstient? Il y a 2 voix là-bas. 10, j'en compte 6, c'est ça? 10, c'est ça. Peut-être faire. Si vous voulez bien lever les bras pour les abstentions, s'il vous plaît. Oui, 10, on est d'accord. Merci Yves et merci au Conseil communautaire pour cette majorité. Olivier Joly pour des sujets finances. 8 contre et 10 abstentions. 8 contre et 10 abstentions. Alors, bonsoir à toutes et à tous. Oui, le sujet suivant concerne les ajustements des APCP. Les APCP, donc les autorisations de programme. Dans la note qui vous a été transmise, plusieurs adaptations à faire, ajustements. Le premier ajustement sur le PLH à 87 communes, avec un ajustement des crédits de paiement pour 2024 à hauteur de 1 335 000 et une inscription pour l'année prochaine à 1 630 000. Également en APCP, en ajustement, la piscine du Petit Bois, avec un ajustement des crédits de paiement pour 2024 à hauteur de 3 544 818 et une inscription pour l'année prochaine de 10 150 000. Concernant l'APCP du musée de Loré, on a un ajustement des crédits de paiement pour 2024 à hauteur de 284 264 € et une inscription pour l'année prochaine à hauteur de 3 100 000. Pour la création de la STEP de l'URIEC, un ajustement du crédit de paiement de cette année pour 66 252 € et l'inscription d'un crédit de paiement pour l'année prochaine de 1 million d'euros. Et enfin, pour la mise à niveau de la station de Pleuvet, 92 778 d'ajustements pour cette année et 2 millions d'inscrits pour l'année prochaine. Y a-t-il des questions sur ces APCP et ces ajustements? Pas de questions. Y aurait-il des contre? Des abstentions? Merci. Le sujet suivant est toujours sur les APCP, mais cette fois-ci pour la clôture d'une opération qui s'appelait le second PLH. En effet, sous formule de la CALF, hein, l'ancienne aglo, ancienne version, on avait déjà à l'époque un PLH. Et là, en l'occurrence, il s'agit de clôturer définitivement ce second PLH, dit second PLH de l'époque. Et en effet, c'est le PLH A87 qui a pris le relais. Donc, on ferme définitivement cet APCP qui n'a plus lieu d'être. Y a-t-il des questions sur cette clôture de... Pas de questions non plus. Donc, je vous propose de passer au vote. Qui serait contre? Qui s'abstient? Merci. Le sujet suivant concerne les autorisations de mouvement de dépenses d'investissement dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent. Effectivement, comme on a décidé de ne pas voter notre budget avant la fin de l'année, on doit délibérer en conseil pour qu'on puisse engager à hauteur d'un quart du montant de 2024 pour pouvoir faire le premier trimestre 2025. Et dans sa grande rigueur, le trésorier demande aussi qu'on délibère chapitre par chapitre. C'est pour ça que vous avez en note détaillé les différentes opérations et les montants en face pour permettre d'engager à peu près un quart, c'est pas à peu près, hein, d'engager un quart du budget principal, mais également un quart du budget des ordures ménagères, de l'assainissement et de l'eau potable. Donc, ce qui vous est soumis, c'est une autorisation pour 2025 sur le budget principal à hauteur de 4 593 600 pour le budget d'ordures ménagères à 1 588 000 €, pour le budget assainissement d'1 798 000 € et pour le budget d'eau potable de 1 574 000 €. Tout ça correspondant donc à
un quart des crédits ouverts 2024. Y a-t-il des questions? Pas de questions? Ah, si, il y en a une. Oui. Oui, bonsoir à tous. Dans le tableau qui nous est fourni, on a certains montants où il y a effectivement 25% de mis, et dans les colonnes 2024 et 2025, et dans d'autres pas. Et il y a certains dossiers, soutien projet convention avec DC, il y a 1,3 million et on met 0 de l'autre côté. Château de Goutte, là, 468 000 et 0 de l'autre côté. Je suis un peu surpris que pour certaines opérations, il y a quelque chose et d'autres pas. Alors, est-ce qu'il y a une explication? C'est parce qu'il n'y a rien de prévu pour l'instant sur 2025 sur ces opérations-là. Donc, il n'y a pas eu de crédit d'inscrit pour se faire plaisir, on va dire, puisqu'il n'y a pas de. On a une visibilité quand même à 3 mois de ce qu'on va faire sur des gros montants. Et là, il n'y a pas Il n'y aura de. rien sur... Voilà, pas sur le premier trimestre en tout cas. Y a-t-il d'autres questions? Non, bah, s'il n'y a pas de questions, on va passer au vote. Qui serait contre? Qui s'abstient? Merci de cette unanimité. Après, un sujet qui, je pense, réjouit tout le monde dans ces temps de recherche de fonds publics pour pouvoir boucler nos achats, pas spécifiquement de Noël, mais achats tout court, une petite modification sur le fonds de soutien. Excusez-moi, c'est que je pensais que je passais déjà à la distribution des sous du fonds de soutien, mais avant, on doit modifier le règlement d'attribution pour deux petits sujets. L'un concerne simplement la première modification, la prise en compte de l'augmentation de l'enveloppe que l'on a fait sur l'enveloppe numéro 1 que l'on a fait le 14 mai. On a augmenté de 1,3 million supplémentaire l'enveloppe numéro 3 à cette occasion. Or, on n'a pas changé le règlement, donc il faut qu'on intègre le nouveau montant dans le règlement, le surplus qu'on avait donc mis le 14 mai dernier. Et la deuxième modification, elle concerne entre autres les communes nouvelles, puisqu'on n'avait pas prévu dans le règlement d'attribution le devenir des enveloppes. Or, vous savez que parmi vous, vous êtes plusieurs concernés, et notamment, que fait-on des reliquats des enveloppes quand elles n'ont pas été utilisées? Il a été décidé de les consolider, c'est-à-dire quand il y a 2 ou 3 communes qui se réunissent, s'il reste un reliquat chez une des communes ou 2 ou 3, eh ben, on additionne le reliquat de manière à ce qu'ils ne perdent pas d'argent. Ça, c'est pour par exemple, pour l'enveloppe numéro 1. C'est plus compliqué sur l'enveloppe numéro 3 avec le problème des 10% de projets. Parfois, il peut y avoir qu'un seul projet pour les communes fusionnées. Eh bien, l'idée a été de dire, c'est que pour changer ce règlement, c'est de dire que si 2 communes qui avaient encore droit à l'enveloppe numéro 3 de 10%, soit elles ont un projet qu'on finance à hauteur de 20%, si elles sont 2 communes, ou 3 communes si elles n'ont pas tiré dessus jusqu'à 30%, toujours dans la limite de 300 000. Hein. Et par contre, si elles ont 3 projets, elles présenteront 3 projets de 10. Mais comme ça, chacun garde son, entre guillemets, droit de tirage sur le fonds de soutien. Est-ce que j'ai bien résumé le truc? Vous avez tout suivi? Ouais, j'en vois qui opinent, d'autres causent pas bouger la tête. Une question. Pierre Verdier, oui, Pierre. Oui, tu parles de 10, de 20, de 30%, mais c'est sur le reste à charge. Oui, toujours. Toujours. Ah ben non. Je veux bien qu'on soit près de Noël, mais je peux pas être le Père Noël non plus. Je fais ce que je peux pourtant, je fais ce que je peux. Mais... Toi, tu as déjà la moustache, mais j'ai pas encore la barbe. Hein. Père Noël. Pour le Père Noël, oui. Ah ben, faut. Y a-t-il d'autres questions sur cette modif? Bon, en fait, c'est pour pas pénaliser les communes nouvelles les communes qui se réunissent. Alors, on va passer au vote. Qui est contre ces 2 modifications? Qui s'abstient? Merci de cette unanimité. Et donc, le point suivant concerne cette fois-ci la distribution de l'ensemble du fonds de soutien. Vous avez vu qu'il y a beaucoup de dossiers qui ont été passés et validés dernièrement par le comité qui ont été validés par le comité de pilotage, puisque 30 dossiers ont été déposés par 21 communes.
dans les 3 secteurs d'ailleurs, que ce soit le nord, le centre, le sud, et sur toutes les enveloppes de manière assez équilibrée. Il n'y a pas de petits dossiers ni de gros dossiers, vous le voyez, il y a que des dossiers qui sont soutenus et ça permet effectivement d'aller du renouvellement de la tondeuse jusqu'à la création d'un pôle sportif et d'animation, par exemple. Donc, on est vraiment sur de gros écarts. Sur l'ensemble des sujets des 30 dossiers qui vous sont soumis ce soir, l'enveloppe globale correspond à 526 259 euros. 8 700 euros à peu près sur l'enveloppe 1, 70 700 sur l'enveloppe 2 et 446 000 sur l'enveloppe numéro 3. Et à ce jour, nous sommes sur un taux de consommation de 81% de l'ensemble de l'enveloppe qui était pas initialement prévue puisqu'elle est déjà réabondée. Vous le voyez par contre dans la répartition, le taux de consommation de l'enveloppe numéro 1 est à 57%, la 2 à 65% et la 3 déjà à 88%, sachant que toutes les communes n'ont toujours pas déposé leur dossier. À ma connaissance, alors toutes les communes de moins de 500 habitants ont déjà sollicité le fonds de soutien. Déjà, toutes les moins de 500, il y a au moins un dossier qui est passé. Il y a 40 communes, donc à peu près la moitié, qui ont sollicité l'enveloppe numéro 3. C'est pour vous donner un petit ordre d'idée, mais il ne reste plus qu'un an. À ce jour, j'ai 8 communes. Alors non, il faut que j'en enlève 4 parce que j'en ai 4 dans les tuyaux. J'ai encore 4 communes qui n'ont pas du tout sollicité le fonds de soutien. Donc je le dis et je le redis, dépêchez-vous quand même parce que voilà, c'est timé et on l'a dit. Là, il ne reste plus qu'un an, concrètement, mais vraiment un an. Y a-t-il des questions sur les attributions du fonds de soutien? Pas de questions. Y a-t-il des votes contre? Y a des personnes qui ne voudraient pas de sous? Des personnes qui s'abstiennent? Pareil. Merci de cette unanimité. Le sujet suivant, excusez-moi, Président, mais j'enchaîne sans vous laisser la parole. Vas-y. Projet de modification, la DM numéro 3, vous savez qu'à cette période de fin d'année, quand arrive le dernier conseil de l'année, on fait les décisions modificatives pour ajuster nos différentes lignes. La première DM concerne le budget principal et concerne l'ajustement des recettes notifiées, notamment de fractions de TVA pour la compensation de la taxe d'habitation et la CVAE. Elle concerne également des écritures de fin d'exercice de travaux en régie, des ajustements de dotations aux amortissements et d'ajustements de subventions au budget annexe de la zone économique, puisqu'on a versé un complément sur ce budget annexe, et différentes écritures d'ordre. Cela nous permet de faire une augmentation du virement à la section d'investissement à hauteur de 1,6 million, qui s'établit donc à 14,9 millions, et de baisser l'emprunt d'équilibre de moins 1,670 million et qui s'établit donc à 5,860 millions. Y a-t-il des questions sur cette décision modificative du budget principal? Pas de questions. Les votes contre? Les abstentions? Merci. Ensuite, on a la décision modificative sur l'assainissement. L'assainissement. Alors, le projet de DM numéro 3, là, cette fois-ci, concerne essentiellement des travaux en régie et quelques ajustements de redevance aussi pour la modernisation des réseaux. Cela nous permet une augmentation du virement à la section d'investissement à hauteur de 180 000 euros et qui s'établit à un peu moins de 3,4 millions. Pas de questions sur l'assainissement? On va passer au vote. Qui serait contre? Qui s'abstient? Merci. Ensuite, le budget eau potable. La décision modificative numéro 3 concerne essentiellement des écritures de fin d'exercice également de travaux en régie, qui sont assez conséquentes, puisque vous voyez qu'il y a un montant de 1 670 000 qui est inscrit, des ajustements de redevance pollution qui sont une régularisation du solde de 2023,
et quelques régularisations comptables, des écritures d'ordre et de conventions de transfert. Tout ça nous amène à une augmentation du versement à la section d'investissement à hauteur de 1 670 000 qui s'établit à un peu moins de 3,6 millions. Y a-t-il des questions sur cette DM eau potable? Alors, on va passer au vote. Qui serait contre? Qui s'abstient? Merci également. Après l'eau potable, on part aux ordures ménagères avec toujours cette dernière DM de l'année, essentiellement pour l'inscription d'écriture de fin d'exercice de travaux en régie, également à nouveau. Alors là, à hauteur de 5 000 €. On a quelques ajustements de dotations amortissements. Et tout ça nous amène à faire une baisse du virement à la section d'investissement à hauteur de 305 000 € qui s'établit donc à 6,5 millions. Y a-t-il des questions? Questions? Alors, on va passer au vote. Qui serait contre? Qui s'abstient? Merci. Je vous disais tout à l'heure dans le budget principal qu'il y avait une augmentation un versement qui était fait au budget de la zone économique. Donc forcément, il y a un mouvement qui s'opère du côté de la zone économique également dans le même sens. Et l'ADM prend en compte essentiellement l'ajustement relatif à la vente du lot de la déchetterie à Noiretable. Donc on ajuste les avances versées par le budget principal et cette vente du lot de la déchetterie de Noiretable. Y a-t-il des questions? Pas de questions. On va passer au vote. Qui serait contre? Qui s'abstient? Merci également. Et pour finir, pour ma partie finance, l'EPIC, le versement de la subvention à l'EPIC de l'Office du tourisme pour 2025. Chaque année, on reconduit à peu près la même somme depuis 2 ans, enfin depuis 2022, je crois. Et donc pour 2025, il vous est proposé de reconduire le montant de la subvention à hauteur de 900 000 €. Et dans la mesure où aussi Loire-Forêt continue à prendre en charge en 2025 le salaire du chef de projet Avenir Montagne qui est mis à disposition de l'Office du tourisme. C'est en plus. Et ce qu'on vous propose, c'est que cette somme, comme l'année dernière, on verse 450 000 € au 15 janvier, soit 50% de la somme, un quart au mois de mai et un quart au mois de septembre, donc 225 000 et 225 000. Y a-t-il des questions sur cette reconduction? Oui, et notre vice-président en charge du tourisme ne votera pas, ne prendra pas part au vote. Il ne peut pas être jugé parti. Pas de questions? Qui serait contre? Qui s'abstient? Merci également. Merci Olivier pour cette présentation concise et claire. Ça prend moins de temps. Yves Martin va prendre exactement les mêmes dispositions. Bien, alors on passe au sujet habituel, ou presque, puisqu'on commence par un marché de prestations de services de gestion des aires d'accueil des terrains familiaux et de l'aire de grand passage des gens de voyage. Alors ça, c'est un marché, qui est en groupement de commande avec Saint-Étienne Métropole. Et je vous propose, si vous en êtes d'accord, d'attribuer le marché à l'entreprise SG2A, l'Hacienda, qui avait déjà ce marché jusqu'à présent. Y a-t-il des questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Pardon, j'ai un chat dans la gorge, il va peut-être bien finir par s'en aller. Non, non, je ne confierai pas ma personne à un vétérinaire. Donc, je recommence. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie pour l'unanimité. Deuxième marché, il s'agit du marché de réalisation de branchements neufs d'assainissement et d'eau potable. Il y a donc 3 secteurs, nord, centre et sud, et je vous propose d'attribuer le secteur nord à l'entreprise SAD CGTH
pour un montant minimum de 10 000 euros hors taxes et maxi de 450 000 euros hors taxes. Le secteur centre à l'entreprise Cholton pour un montant minimum de 10 000 euros hors taxes et 500 000 euros maximum hors taxes. Et le secteur sud au groupement SAD CGTH SPTP pour un montant minimum de 10 000 euros et 550 000 euros hors taxes de montant maximum. Pardon. Est-ce que vous avez des questions par rapport à cela? Oui, j'ai une question. Je remarque simplement que ce sont que des grosses entreprises qui ont ce marché. C'est bizarre parce que les marchés ne sont pas très élevés. J'aimerais savoir si quand même dans l'appel d'offres, il y a des petites entreprises qui ont répondu, qui n'ont pas été répondu parce qu'elles étaient trop chères. Je m'inquiète quand même de ne pas avoir de petites entreprises pour ces marchés-là. Eh bien, nous avons eu précisément 6 candidats sur chaque lot, et quelquefois d'ailleurs les mêmes qui proposaient leurs services sur plusieurs lots. Et le rapport d'analyse des offres a montré que voilà, il devait être sans doute plus cher ou moins bon techniquement. Et il y avait des entreprises de petite taille. D'autres questions? Nous passons au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie pour l'unanimité. Marché suivant, c'est le marché de travaux de réfection de 4 ouvrages d'art. Là, il y a donc 2 lots. Un premier lot qui concerne l'Uriec pour le Bonsonnet et Montbrison pour le Visézy. Et un deuxième lot qui concerne Saint-Priest-la-Vêtre et sur la Vêtre et sur la Mare, l'hôpital Legrand. Donc, pour le premier lot, je vous propose, si vous en êtes d'accord, l'entreprise NGE Génie Civil qui est dans les Bouches-du-Rhône, et pour le lot 2, Auvergne Béton Spéciaux à Clépé. Y a-t-il des questions? Oui, c'est toujours moi. Ça m'étonne aussi, justement, c'est des grosses entreprises qui ont pris ces marchés. Ce qui m'étonne, c'est qu'on a groupé 2 ouvrages par marché, ce qu'on n'aura pas pu faire 4 lots pour pouvoir intéresser des entreprises de chez nous. Eh bien, je pense qu'à ce niveau-là, c'est peut-être la technique qui a imaginé que ça puisse être bénéfique que de faire comme ça. J'avouerai que, je parle encore sous le contrôle des gens qui m'entourent, que je n'ai pas eu cette question en commission d'appel d'offres. Oui, juste une remarque, mais les Bouches-du-Rhône, on n'a pas un critère environnement pour les déplacements dans les critères. C'est peut-être un peu compliqué. Je ne dis pas que ce n'est pas impossible, mais c'est peut-être un peu compliqué. Mais c'est vrai que la remarque est tout à fait pertinente. J'aurais préféré voir une entreprise locale plutôt que d'avoir une des Bouches-du-Rhône. On est bien d'accord. Si le critère environnement permettait de sélectionner les entreprises locales, vous imaginez bien qu'on n'aurait que des entreprises locales partout en France. Ce critère environnement dit comme ça, pas un critère environnement, il faut mesurer le bilan carbone. Donc, soit on demande aux entreprises de nous fournir le bilan carbone, et là, ils vont hurler, parce qu'il faut quasiment prendre un bureau d'études pour définir le bilan carbone. Mais le critère environnement, ça se détermine pas avec seulement le point de l'entreprise, qui certes, dans le bilan de carbone, part avec une épine dans le pied. Mais je vous rappelle aussi que les entreprises ont la capacité de pouvoir tout traiter, et qu'il n'est pas totalement rare d'avoir une entreprise qui n'est pas du coin, qui sous-traite à des gens du coin. Donc, il faut voir au final tous ces marchés, et je vous ramène finalement aux statistiques que l'on peut avoir sur la commande publique, où je vous rappelle que quasiment 75 à 80% des entreprises finalement qui travaillent sur notre territoire sont des entreprises locales. Voilà, donc on peut, effectivement, on rejoint tout, et la commission d'appel d'offres, je crois, s'acharne à essayer de faire en sorte que ce soit le cas, et les questions sont posées. Donc Julien Rosé, on prend la parole. Non, mais c'est bon. C'est bon.
64. Jean-Marc Dumas. Ah, pardon. Et François Forchet. Oui, juste pour précision, le bilan carbone, pour l'avoir vécu, une entreprise d'Alsace avait un bilan nettement meilleur que moi en étant à 80 km du chantier parce qu'elle restait tout le long sur le chantier. Donc, elle avait plus de déplacement une fois qu'elle arrivait, qu'elle repartait. Donc, le bilan carbone, des fois, c'est moyen pour les entreprises locales. Et peut-être un complément d'information. Je crois que les entreprises du BTP sont en train de travailler sur un logiciel national pour qu'il y ait les mêmes critères pour tout le monde. Ça, c'est à horizon 2025 pour qu'on puisse avoir un bilan carbone avec les mêmes critères, parce que c'est vrai que chacun peut mettre ce qu'il veut dedans. Aujourd'hui, donc, les entreprises sont en train de travailler au niveau national, mais c'est pas encore finalisé. Donc, s'il n'y a plus de questions, nous allons passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie pour l'unanimité. Marché suivant, c'est le marché de travaux d'aménagement et d'entretien des voiries d'intérêt communautaire. Deux lots pour ce marché. Et il vous est proposé d'attribuer le lot 1 à la société Eiffage et le lot 2 à la société Colas pour les mêmes montants. Y a-t-il des questions? Donc, s'il n'y a pas de questions, qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie pour l'unanimité. Merci Yves. Et j'ai dû terminer. Par contre, avant de passer la parole à la personne qui va me remplacer pour l'ordre du jour de ce soir, je voudrais remercier les services, parce qu'on l'a souligné tout à l'heure, ils sont souvent mis à rude épreuve pour être dans les temps et pour que tout arrive dans les meilleures conditions qui soient au bon moment. Et pas seulement les services, je voudrais remercier plus particulièrement Séverine Carton qui va nous quitter parce que c'est la directrice du pôle marché public et marché juridique aussi, la protection juridique. Et je voulais la remercier du travail qu'elle a effectué depuis 1 an et demi dans la collectivité, puisque le service a beaucoup évolué et on a trouvé des choses très intéressantes qui se sont mises en place et la commission d'appel d'offres a pu en profiter pleinement. Et je tenais à vous en remercier, Séverine, parce que vous êtes là dans la salle, au fond de la salle. Donc, je tenais à vous remercier pour ce que vous avez apporté à la collectivité. Ça y est, j'ai fini de faire mon Michel Drucker, je passe la parole. Patrick Romestin pour les ressources humaines. Allez, premier point, point 18. Donc, c'est des propositions de modification d'échelon concernant 7 postes que vous avez trouvés sur la note de synthèse, ce qui représente un coût de 5 000 € sur une année pleine. Y aurait-il des questions sur ce point? Non, s'il n'y en a pas, qui serait contre? Qui s'abstient? OK. Et le point suivant, c'est tout simplement une mise en conformité qui concerne nos contrats prévoyance et complémentaire santé, et plus précisément des modalités de participation sur ces contrats. Aujourd'hui, en effet, notre participation est proratisée en fonction du temps de travail de nos agents, ce qui ne sera plus possible à partir de 2025. La réglementation a changé. Et la proposition, c'est de verser les participations prévoyance et santé sans effet de proratisation en fonction du temps de travail pour nous mettre en conformité avec la réglementation. Est-ce que ça soulève une question? Je ne pense. Oui. Julien? Oui, juste une question. Pourquoi c'est pas indexé aussi sur la catégorie? Puisqu'on sait qu'une catégorie C a un salaire qui est moins important qu'une catégorie A, et il pourrait y avoir aussi une variable en fonction de ça. Parce que c'est une délibération qui avait été prise ici même, tout simplement. Donc, si je puis me permettre, justement, 18 €, parce que sinon, il y aurait des agents qui toucheraient, qu'il faudrait leur verser en plus. C'est pas eux qui cotiseraient.
la cotisation de la MNT serait moins élevée et il faudrait leur reverser la différence. C'est dans les communes. Par contre, c'est la MNT, alors que nous, au CDG a mis en place le truc avec notre agence. Pour l'instant, notre contrat dure jusqu'en 2025, mais après 2025, oui, parce que ça peut être mis en cause, parce qu'il y avait vraiment des grosses variantes. Hein. Tout à fait. On est en contrat jusqu'à fin 2025. Voilà. S'il n'y a pas d'autres questions, d'autres précisions, qui serait contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. On poursuit avec Valérie Goudfard et un sujet concernant l'habitat. Oui, bonsoir. Donc, cette délibération concerne le pacte territorial 2025-2027 pour le financement du service public de la rénovation de l'habitat, donc le SPRH. L'État, via son opérateur l'ANA, souhaite désormais mettre en place un nouveau mode de contractualisation autour du service public France Rénov pour la mise en place de pactes territoriaux. Ces derniers visent à poursuivre la coopération et la coordination territoriale pour le déploiement du service public de la rénovation de l'habitat à l'échelle de chaque EPCI. Le pacte territorial France Rénov permet ainsi de poursuivre le portage et le financement du service public de la rénovation de l'habitat dans sa globalité. Voilà, sur la note de synthèse, vous avez vu, il y a 2 volets, le volet 1 et le volet 2, et on va essayer de récupérer 150 000 €. Ce pacte territorial sera co-signé avec l'État, l'ANA, l'État, l'ANA et le département de la Loire, et établi pour une durée de 3 ans, donc 1er janvier 2025, 31 décembre 2027. La convention de pacte territorial France Rénov peut être prolongée ou modifiée par avenant. Donc, je vous propose de bien vouloir approuver la convention type pacte territorial France Rénov, de valider la maquette financière, d'autoriser la mise en place de cette convention financière et d'autoriser le président à signer tous les documents nécessaires. Y a-t-il des questions? Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Eh bien, je vous remercie. Merci Valérie. Claudine Cour, d'un sujet commerce. Oui, comme chaque année, donc, il est demandé au Conseil communautaire de bien vouloir se prononcer sur des demandes d'ouverture du commerce à Bois-sur-Lignon sur des commerces de détail pour 9 dimanches et sur Montbrison pour les concessions automobiles de 5 dimanches et pour les commerces de détail de 12 dimanches, et pour Savigneux, pour les concessionnaires automobiles de 5 dimanches et les commerces de détail pour 4 dimanches pour l'année 2025. Y a-t-il des questions? Oui, une question. Les municipalités de ces communes, elles ont été concertées, donc elles ont donné leur accord? Bah oui. Celles qui ont demandé. C'est ça. C'est les communes qui demandent. Enfin, c'est les commerçants qui demandent aux communes, qui demandent à l'agro. Il y a d'autres questions? On passe au vote. Qui serait contre? 2 contre. Qui s'abstient? Une abstention. Merci. On poursuit avec des sujets voirie présentés par Georges Thomas. Merci, Monsieur le Président. Bonsoir à tous. Le point numéro 2 concerne l'autorisation à signer la modification du marché de travaux d'aménagement de voirie de l'avenue Thermale sur la commune de Montbrison. Alors, en phase de réalisation, on s'est aperçu que l'implantation prévue au départ n'était pas possible. Les travaux, effectivement, sur les réseaux humides avaient légèrement modifié un petit peu le trajet qui était prévu. Et d'autre part, une erreur avait été faite dans l'INR des câbles à prévoir, ce qui fait qu'on ressort avec des plus à hauteur 3693 et des moins à hauteur 982. Et donc, la modification du marché s'élève à 2710,97 €. Voilà, hors taxe. La commission s'est prononcée favorablement, je parle de la commission d'appel d'offres. Et j'attends vos questions si vous en avez. Comme vous n'en avez pas, qui serait contre? Qui s'abstiendra? Si, il y en a un? Ah non, j'ai bien fait alors, excusez-moi. Bien, alors qui serait contre? Qui s'abstient? Merci beaucoup. Après le sujet... Oui, je continue, Président.
Le fonds de concours voirie, je ne vous ferai pas l'injure de vous expliquer si vous connaissez aussi bien que moi sur le fonds de concours voirie. Donc, simplement pour dire que Saint-Thomas-la-Garde, sur un montant maximum de fonds de concours possible à 61 677, demande 6 650 €, que Savigneux, par la rue Bayard, et l'allée des Tourterelles propose d'apporter 300 000 €, et que Montbrison, sur son programme voirie 2024, apportera 300 000 €. Vous n'avez toujours pas de questions? Donc, vous n'êtes toujours pas contre? Vous abstenez toujours pas? Merci. Après l'offre de concours voirie, c'est la même chose. Vous connaissez parfaitement ce qu'il en est. Sainte-Agathe-la-Bourtresse apporterait par la commune. Je vais y arriver. Oui, non, mais ne me distrais pas, camarade. C'est déjà compliqué. Tu sais. 43 578 €. Et Saint-Hilaire, pardon, Cusson-la-Valmite, 12 897. Auriez-vous des questions? Si vous n'en avez pas, êtes-vous contre? Vous abstiendriez-vous? Eh bien, je vous remercie. Merci Georges pour cette présentation dynamique. Patrice Couchot, sujet eau potable. Point donc pour ce conseil communautaire, notamment une adhésion de Loire-Forêt Agglomération à la médiation de l'eau. Donc cette structure a été créée en 2009. Elle apporte en fait aux usagers, s'il y a des questions, pour trouver éventuellement des accords amiables avec le gestionnaire du réseau et l'usager. Voilà, c'est une obligation réglementaire. Hein. Est-ce qu'il y aurait des observations sur cette convention avec la médiation de l'eau? Non. Est-ce qu'il y a des gens qui seraient contre, qui s'abstiennent? Eh bien, écoutez, je vous remercie. Le point numéro 26, c'est le RPQS. Donc, le rapport sur le prix et la qualité de l'eau du service de l'eau potable en régie sur Loire-Forêt Agglomération, qui concerne en fait un certain nombre d'abonnés. Vous l'avez sur la note de synthèse. À savoir que le rendement général global sur Loire-Forêt est de 89%. 89%, c'est un très très bon rendement, qui est en augmentation de 3 points par rapport à 2022. C'est-à-dire que les travaux qui commencent à payer sur la non-prélèvement des ressources dans le milieu naturel, ce qui nous a permis d'économiser 120 000 m3 en 2023. Ça a permis aussi en 2023, on a finalisé l'étude diagnostique, ce qui permet d'avoir une étude complète sur le schéma directeur de l'eau potable. Pour mémoire aussi, c'est 29 millions d'euros qui ont été réalisés sur le secteur de Loire-Forêt Agglomération. Le rendement du réseau par l'exploitation en régie, est de 86%, qui est en augmentation de 4 points. Donc, on s'améliore. Pour la petite histoire, quand on a pris la compétence, on a récupéré une commune qui avait un rendement de 14%, et en 2023, il est de 65%. Et je tairai le nom de la commune, bien sûr. Est-ce qu'il y aurait des observations par rapport à ce RPQS? Non? Eh bien, je propose de l'adopter. Donc, enfin, oui, il faut le voter. Donc, il y a des gens qui s'abstiennent, qui seraient contre. Non, personne, merci. La redevance à l'agence de l'eau. Alors là aussi, c'est une obligation légale. Hein, vous savez, sur toutes nos factures, que ce soit sur l'eau ou sur l'assainissement, eh bien, on a une participation à l'agence de l'eau qui, elle, après, redistribue pour faire certaines actions au niveau de l'eau potable ou de l'assainissement ou d'autres actions. La redevance est obligatoire. Par contre, ce qui est nouveau cette année, ce qui est nouveau, c'est que l'agence de l'eau prend en compte la performance du réseau. Tout à l'heure, je vous ai cité une commune qui avait 14%. Si elle avait toujours la compétence eau potable en 2025, eh ben, la redevance de l'eau serait plein pot. Enfin, on reconnaît en fait les investissements qui sont réalisés au fil des années pour récompenser, entre guillemets, les bons élèves ou pour récompenser le prix de l'eau qui est en phase des travaux en adéquation avec l'amélioration du réseau. Ceci est valable aussi bien pour l'assainissement que pour l'eau potable. Donc, le changement aussi cette année, c'est que c'est Loire-Forêt qui va encaisser les redevances de l'eau, qui va les reverser à l'agence de l'eau. C'est un montant global de 300 000 €, je vous fais rapidement, pour l'assainissement et 95 000 pour l'eau potable pour l'année pour l'année à venir. Voilà. Donc, on a quand même une augmentation légère de la taxe à l'agence de l'eau. Voilà. Est-ce qu'il y aurait des questions là-dessus? Non, pas de remarques? Bien. Est-ce qu'il y a des gens qui seraient contre?
Je trouve qu'on n'a pas le choix, puisque c'est décidé à Orléans. On est obligé d'appliquer. Et en espérant, donc on va continuer le bon travail qui est fait au niveau des performances, aussi bien au niveau assainissement que l'eau potable, pour payer le moins possible, pour être les bons élèves de l'Agence de l'eau Loire-Bretagne. Voilà, le point numéro 28, c'est un autre RPQS qui concerne en fait des secteurs des communes du sud-ouest de Loire-Forêt. Donc là aussi, c'est un rendement qui est aussi intéressant puisqu'il est à 85,7%. C'est le syndicat intercommunal du Haut-Forêt qui concerne les communes de Chambre, Périgneux principalement. Voilà, il y a eu 36 fuites de réparés. Ça concerne 2118 abonnés sur le territoire de Loire-Forêt sur un global de 4563 abonnés. Voilà, est-ce qu'il y aurait des questions sur ce RPQS? Non? Ben, je vous propose de l'adopter. Est-ce qu'il y a des gens qui seraient contre, qui s'abstiendraient? Je vous remercie. Et voilà, j'ai terminé. Merci Patrice. On passe à Thierry Hareux avec des sujets, 4 sujets assainissement, 5 sujets assainissement. Merci Président. Bonsoir à tous. Eh bien, écoutez, vous le vouliez, eh ben, on l'a fait. On aura une facture unique d'eau et d'assainissement à partir du 13 janvier 2025. Donc ça, c'est une très bonne chose. C'est grâce au logiciel qu'on a mis en place, enfin qu'on a acheté et qu'on met en place à partir de 2025. Donc au fur et à mesure des relèves qu'on aura en 2025, les usagers n'auront qu'une seule facture. Et on va mettre aussi en place le prélèvement automatique le plus possible, mensuel ou annuel. Et c'est cette décision, en fait, qu'on vous demande de voter aujourd'hui, c'est la mise en place du prélèvement mensuel, parce qu'il y a certaines modalités qu'il faut mettre en place sur ce mandat de prélèvement. Donc, est-ce qu'il y a des questions sur cette délibération de la mise en place des modalités de prélèvement mensuel ou annuel? Oui, les prélèvements sur les comptes, ça ne sera pas obligatoire. Oui. Non, ça ne sera pas obligatoire, mais comme tu es un homme averti, un maire averti, tu vas conseiller à tes usagers de ta commune de passer au prélèvement mensuel ou annuel. Oui, c'est pas une question, c'est comme l'a dit Thierry en introduction, je trouve que c'est, enfin je le souligne, je trouve que c'est quelque chose d'intéressant qui était attendu, et je trouve que c'est bien que ça arrive, donc bah, félicitations à ceux qui ont mis en place l'outil. Bah, c'est vrai que c'est grâce au fameux logiciel qui avait fait débat, mais il prouve là en l'occurrence son efficacité. Merci Thierry. En fait aussi, vous verrez que ce logiciel, ce n'est pas que de la facturation, ça sera aussi l'interface avec les usagers qu'on va mettre en ligne via le site de Loire-Forêt, où on aura vraiment un suivi des factures. Enfin, on a repris les données sur les 5 dernières années et ça va être un petit tableau de bord qui va être très intuitif. Donc ça va au-delà qu'une facture. Et y a-t-il d'autres questions? Nous allons passer au vote. Qui s'abstient? Qui est contre? Merci pour l'unanimité et merci surtout aux deux services qui ont travaillé forcément beaucoup sur cette application, la DSI et le service assainissement et eau potable. Donc, délibération suivante, c'est la mise en place d'astreintes financières sur l'assainissement non collectif. Donc, l'idée, c'est quand même que aujourd'hui, quand il y a une vente d'une maison, on doit avoir un assainissement non collectif qui soit conforme et quand il n'est pas conforme, on a 1 an pour faire les travaux. Et on se rend compte aujourd'hui que certains riverains font diminuer le prix de la maison quand ils achètent parce que l'assainissement non collectif n'est pas conforme et ne font pas les travaux. Donc, on a décidé de mettre en place une astreinte sur les ventes au bout d'1 an. Si jamais les travaux ne sont pas faits, on ira contrôler et l'astreinte, elle est maximum 4 fois la redevance. La redevance étant de 260 €. L'astreinte sera de 1040 € et elle sera facturée toutes les années. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est pour ceux qui n'ont pas d'installation parce qu'il y a encore des gens qui sont en assainissement non collectif et qui n'ont pas d'installation. Donc là aussi, on va mettre en place une astreinte financière. Ça sera vraiment au cas par cas, parce qu'on a aussi financièrement des gens qui n'ont pas d'installation, mais ça peut être difficile. Ça sera vraiment jugé au cas par cas. Mais l'idée, c'est quand même de mettre une astreinte financière aussi pour obliger les gens à mettre une installation en place, parce que ceux qui achètent une maison ou qui font construire de l'assainissement non collectif et qui font un assainissement propre, seront pénalisés par rapport à ceux qui aujourd'hui ne font rien. Donc l'idée, c'est d'avoir une équité et de mettre en place cette deuxième astreinte financière.
Y a-t-il des questions sur ces mises en place de ces deux astreintes? Oui, bonsoir à tous. Je trouve que cela est quand même un petit peu directif parce que il y a quand même des gens aujourd'hui, enfin jusqu'alors, on s'appuyait sur la question de la nuisance, qui me paraît fondamentale. Et il y a beaucoup aujourd'hui de maisons qui n'ont pas d'assainissement ou qui ont un assainissement non conforme qui génère pas de nuisance. Donc après, c'est bien d'imposer des astreintes. Vous allez aussi vous confronter, je dirais, aux moyens des gens, parce que un assainissement, ça coûte, allez, 10-12 000 euros, enfin, disons autour de 10 000 euros au minimum. Je ne suis pas sûr que tous les citoyens soient en capacité de dépenser une somme pareille. Donc là, moi, je trouve qu'on y va un petit peu vite. Bon, nous, on a géré ça, les maires ont géré ça, je dirais, de manière pragmatique jusqu'à maintenant, en regardant, je le répète, la question de la nuisance qui me paraît quand même fondamentale. Alors, c'est bien d'avancer le fait que, comment je dirais, les personnes qui sont dans un cas d'achat sont dans l'obligation de le faire et que les autres ne le sont pas, mais je pense qu'on va un petit peu vite. Moi, je vous le dis comme je le pense. Je voterai contre. Merci. Oui, bonjour. Oui, sur cette question-là, moi je crois qu'il faut regarder sur le fond. En fait, tous ces dispositifs sont mis en place pour la préservation de l'environnement en priorité. Donc, et il faut tenir compte aussi de la situation, effectivement, de chaque citoyen. La préservation de l'environnement, c'est pour le bien commun. Et à partir de là, il faut se poser la question peut-être de la mise en place d'un fonds d'aide aux personnes qui seraient en difficulté justement pour réaliser, au même titre qu'on a des aides pour la préservation de l'environnement lorsqu'il s'agit de changer un système de chauffage, on pourrait envisager des aides pour la réalisation de ces opérations qui sont coûteuses effectivement et qui peuvent peser très lourd sur le budget d'une famille, sachant que souvent les gens qui sont dans ces situations sont pas forcément les gens qui sont dans les réalisations les plus récentes et peuvent être en difficulté financière. Donc, est-ce qu'on ne peut pas mettre à l'étude un fonds d'aide là-dessus? Oui, moi j'abonderai dans le sens de mon collègue maire qui a intervenu juste avant. Je dirais simplement que nous, il y a certaines fermes, des anciennes fermes, qui sont aujourd'hui, même avec des gens à la retraite, qui n'ont pas les moyens de faire assainissement. Et je crois que ce serait très compliqué de leur imposer surtout des astreintes. Donc il faut quand même savoir que c'est nous, les maires, dans la commune, qui recevons les gens après quand ils ne sont pas contents. Donc nous, on essaye de faire petit à petit, à fur et à mesure que les bâtiments se vendent et que là, il y a des choses qui sont obligatoires. Donc là, il n'y a pas de souci. Mais des gens qui sont déjà en place, qui n'ont pas les moyens, je crois que c'est compliqué de leur imposer de faire assainissement alors que jusqu'à présent, ils ont. Parlez-moi pas de la pollution parce que là, c'est vraiment minime. Alors, pour vous répondre à tous les deux, Thierry et Pierre, la première chose, c'est sur les ventes. Ça, je pense qu'on est tous d'accord que quand quelqu'un vend et négocie sa maison, il faut qu'il mette en place, parce qu'il a négocié dans le prix, il faut qu'il mette son assainissement non collectif conforme. Après, sur le deuxième cas, on a bien conscience que ça va être fait au cas par cas. On a bien conscience que certaines fermes, s'il n'y a pas de pollution nuisible, on peut avoir de la tolérance. Mais ça se fera au cas par cas. Et il faut à un moment donné, comme le dit M. Bras, c'est un problème environnemental. Là, il faut qu'on arrête de jouer avec des choses comme ça. Si on veut pousser les gens à avoir de l'assainissement non collectif propre, eh ben, il y a un moment donné, je suis désolé, mais il faut aller taper dans le porte-monnaie. Donc, on le fera au cas par cas. C'est une mise en place qu'on va mettre à partir de 2025. L'idée principale, c'est quand même au niveau des ventes, parce que là, il y a trop d'abus qui sont faits aujourd'hui, donc on veut régler ça. C'est pour ça qu'on met cette astreinte financière. Et après, le fonds d'aide, c'est quelque chose auquel on peut réfléchir. Mais pourquoi faire un fonds d'aide pour des gens qui ne veulent pas, qui n'ont pas les moyens, par rapport à d'autres qui ont les moyens? Enfin, il faut aussi réfléchir que c'est de l'argent public qu'on ne peut pas redistribuer comme ça avec Ce qu'on veut avoir, c'est de l'équité sur notre territoire. Donc c'est quelque chose à laquelle on peut réfléchir. Je n'ai pas dit qu'on n'allait pas le faire ou le faire. C'est quelque chose, on va faire réfléchir. Oui.
Oui, mais ça peut être aussi l'État. Avant, les assainissements non collectifs étaient pris en charge en partie par l'Agence de l'eau dans un programme. L'Agence de l'eau a décidé à un moment donné d'arrêter le programme et de ne plus verser les subventions. C'est une décision de l'Agence de l'eau. Donc nous, enfin, il y a des usagers. J'aurais tendance à dire, c'est dommage qu'ils ne soient pas allés quand il y avait l'Agence de l'eau qui finançait, parce que là, c'était un choix aussi. Les gens disaient, on va attendre, et puis à un moment donné, à force d'attendre, il n'y avait plus de subventions. Oui, je dirais, étayer ce qu'on vient de dire, tu as dit très justement que, bon, comment je dirais, dans le cas des ventes, ça se régularise. Et je pense que les gens qui n'ont pas d'assainissement ou qui ont un assainissement non conforme sont pour la plupart des cas des personnes âgées ou, si vous voulez, les choses évoluent par les successions, par les ventes ou par les réalisations de travaux, et tout ça se fait progressivement. Donc après, tu as dit aussi que ça se traiterait au cas par cas. Moi, je te dis honnêtement que le cas par cas, hormis, vous avez évoqué l'aspect environnemental, c'est bien ce que je vous disais, la nuisance, pour moi, c'est un aspect environnemental, c'est ce qui catégorise l'aspect environnemental, enfin, voilà. Et donc, je pense que tout ça se régularise progressivement et que ça me paraît un petit peu cavalier, excusez-moi le terme, de vouloir imposer des astreintes de la manière dont on fait, sachant que ça se fera, alors ça prendra peut-être un tout petit peu plus de temps, mais ça se fera, excusez-moi, naturellement. Merci. Oui, mais Thierry, je suis d'accord avec toi, sauf que c'est un nombre minime sur le territoire. Sur les 9100 installations qu'on a, c'est un nombre minime. Donc, ça se fera vraiment au cas par cas. Oui, puis au niveau donc de l'ANA et du PLH, il y a des aides. Donc, effectivement, il y a eu des aides qui ont été mises en place. Il y a d'autres aides qui sont mises en place. On peut même, au niveau de Procivis, il y a même des avances de trésorerie sur les restes à charge et tout. Donc, je pense qu'il y a des possibilités d'aider à la réalisation de ces travaux. Non, mais j'entends l'ensemble des remarques. Je voudrais juste préciser peut-être deux petites choses. La première, c'est qu'on est sur un budget annexe. Donc, à chaque fois qu'on va créer des aides sur le budget annexe, ça aura un impact sur le tarif. S'il y a une dépense supplémentaire, il y aura une recette supplémentaire dans le budget annexe. Ça ne peut pas être des aides ex nihilo du budget annexe. Première donnée. Deuxième donnée, il y a aussi beaucoup de gens qui ne respectent pas et qui ont les moyens. Il n'y a pas que. Je comprends parfaitement, et c'est la raison pour laquelle Thierry a dit, bon, on va faire regarder ça au cas par cas, mais si on ne crée pas l'astreinte, on pénalise personne, y compris ceux qui régulièrement se moquent totalement des différents contrôles qu'ils ont pu avoir. Donc, il arrive un moment où voilà, on crée. Alors, ce système est voué, j'imagine, comme tout règlement, à pouvoir évoluer en fonction des situations qu'on va rencontrer. Les règlements de l'eau et d'assainissement ont évolué très largement. Et pour le coup, pour faire évoluer un règlement, il suffit de passer par le conseil communautaire. Donc, ce n'est pas une démarche forcément lourde et on pourra s'adapter en fonction des situations, j'imagine, qui ne manqueront pas d'arriver. Mais j'insiste quand même sur le fait qu'on voit quelques... Et voilà, on sait très bien qu'à un moment donné, si on n'a pas créé l'astreinte, derrière, on ne pourra pas sanctionner. Alors, ça génère des prises de parole de M. Gaumont et de M. Verdi. Oui, bonjour. Est-ce qu'il est impossible d'indexer ces astreintes aux revenus, du coup? Vas-y, hein, tu as la parole. Ah non, tu n'as pas. Puisque je le coupe. C'est une réflexion qu'on avait eue en copie et c'est une réflexion qu'on n'a pas retenue pour l'instant. Oui, je disais simplement, puisque c'est du cas par cas, je voudrais quand même, quand il y a des cas sur notre commune, que le maire soit mis dans la boucle pour pouvoir vous expliquer vraiment On connaît quand même nos administrés et j'aimerais bien qu'on puisse dire notre avis. Alors, il me semble, sans trop m'avancer, mais il me semble que quand il y a un contrôle d'assainissement non collectif sur nos communes, le service vient au préalable faire le listing des gens avec le maire ou son adjoint qui est responsable. Donc, c'est à ce moment-là où vous pouvez alerter les services qui viennent sur votre commune de dire attention,
sur cet assainissement non collectif, il y a peut-être un souci. Enfin, je suis presque sûr que ça se passe comme ça. Y a-t-il d'autres questions? Oui, ça m'apporte une question du coup. Est-ce que toutes les personnes qui sont en SPANC, qui ne sont pas forcément, ou en SPANC justement, qui n'ont pas d'assainissement, sont tous, n'ont pas une possibilité de se raccorder au collectif? Parce qu'elle peut aussi inciter justement l'astreinte d'aller au collectif, Ouais, qui coûterait moins cher peut-être que les 10 000 ou 12 000 sauf euros. qu'il y a des zonages qui sont faits assainissement collectif, assainissement non collectif, et qu'on respecte aujourd'hui. Et l'idée quand même aujourd'hui, avec les budgets qu'on a, c'est de ne pas augmenter trop nos kilomètres de réseau, qui sont déjà de l'ordre de plus de 2000 kilomètres sur notre territoire. Donc, plus on va augmenter le mètre linéaire de nos réseaux, plus on aura des difficultés à les entretenir derrière avec le tarif qu'on a aujourd'hui. Y a-t-il d'autres questions? Donc, nous allons passer au vote. Qui est contre? Levez bien la main, s'il vous plaît. Donc, 3, 4. Puisque Pierre s'était endormi. 4. Qui s'abstient? 1, 2, 6 abstentions. Très bien, merci. J'aurais remercié le COPIL parce que c'est un gros travail qu'on a fait. Donc, certains sont présents ici et d'autres non, pour cette mise en place de cette astreinte. Délibération suivante. C'est un fonds de concours pour poser un réseau d'assainissement. Je vais mettre juste à l'écran la délibération suivante, s'il vous plaît. Voilà. Une offre de concours pour poser un réseau d'assainissement non collectif sur la commune de Boissel-et-Moron, fait à la demande de certains riverains qui vont prendre en charge la totalité des travaux pour 13 672,39 € pour 90 mètres. Donc, c'est autoriser le président à signer la convention et tout document relatif à ce dossier. Y a-t-il des questions? Nous allons passer au vote. Qui s'abstient? Qui est contre? Merci pour l'unanimité. Ensuite, c'est dans notre fonds de concours pour la gestion intégrée des eaux pluviales sur la commune de Lézigneux, où on a fait une demande, enfin, la commune de Lézigneux a un reste à charge de 168 273. Le montant maximum du fonds de concours est de 84 136,50 et le montant du fonds de concours de Loire-Forez serait de 20 464,80. Donc, c'est d'autoriser ce fonds de concours. Y a-t-il des questions? Nous allons passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci pour l'unanimité et la commune de Lézigneux. Et pour finir, c'est la même chose que ce que Patrice vous a présenté tout à l'heure, mais c'est sur de l'assainissement 2020, c'est le RPQS de l'assainissement 2023, avec les deux parties assainissement collectif, assainissement non collectif. Donc, je ne vais pas revenir sur l'ensemble des chiffres qui vous seront présentés et qui sont dans le rapport, avec surtout les montants d'investissement qui sont pratiquement 15 millions d'euros en 2025, et puis les différents contrôles qu'on a fait sur l'assainissement non collectif en 2023. Y a-t-il des questions? Donc, nous allons passer au vote. Qui s'abstient? Qui est contre? Merci pour l'unanimité. On poursuit avec des sujets environnement et notamment avec 3 prises de parole. David Buisson, Stéphanie Fayard et Marie-Gabrielle Pfister. Vous pourrez donc enchaîner tous les 3 sur ces sujets qui ont une certaine cohérence. David. Bien, bonsoir, chers collègues. Donc oui, sur ce point 34, donc c'est l'attribution d'un fonds de concours qu'on a validé au mois de juin pour aider les communes qui ont des cantines scolaires, qui font de la restauration sur place à mettre en application la loi Egalim et lutter contre le gaspillage alimentaire. On a eu un dossier qui a été déposé sur cette fin d'année. C'est la commune de Saint-Bonnet-le-Coureau pour un montant éligible de 21 230,19 € et l'agglomération pourrait accompagner ce projet à hauteur de 30% dans le cadre du projet alimentaire territorial à hauteur de 6 369 €. Il s'agit du coup ce soir d'accorder une subvention de 6 369 € au titre du fonds de concours au bénéfice de la commune de Saint-Bonnet-le-Coureau pour les investissements réalisés dans son restaurant scolaire, d'engager cette somme au titre de l'exercice budgétaire 2024 et d'autoriser le président ou son représentant à signer tout document relatif à la validation et au versement des aides auprès des ayants droit. Est-ce qu'il y aura des questions? Est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? Je vous remercie pour la commune de Saint-Bonnet-le-Coureau. Et le deuxième sujet,
délibération 35, donc sur le fonds de concours rénovation voirie forestière. Je me réjouis qu'on arrive enfin à attribuer des subventions pour la rénovation de chemins forestiers. Quand on a démarré la mise en place de la charte forestière en 2021, on a fait une première réunion de travail à Verrières-en-Forêt, sur site, et on a échangé longuement avec certains d'entre vous sur comment arriver à aider les communes pour rénover ces chemins forestiers qui en ont tant besoin. On arrive concrètement aujourd'hui à cette situation. On va pouvoir aider 12 communes sur le secteur nord du territoire, en complémentarité du département, puisque le département aide déjà les communes sur ce dispositif à hauteur de 30 ou 50% en fonction des massifs forestiers. Et je vous rappelle que l'agglomération va pouvoir apporter 10% supplémentaires dans le cadre du dispositif de la charte forestière. 14 dossiers ont été déposés. Malheureusement, un dossier n'était pas éligible dans le cadre des actions du département. Un autre dossier sera proposé sur 2025, puisque l'enveloppe du département n'est pas extensible. Et une commune, Chalmazel-Jansanière, pourra faire passer un dossier, une rénovation sur cette année et le reste sur 2025. Le montant des dépenses éligibles est de 305 354 €. Le département va pouvoir aider à hauteur de 50 ou 30% à hauteur de 134 214 et Loire-Forêt accompagnera à hauteur de 10% les 12 dossiers pour un montant de 30 533 €. Je vous rappelle qu'on avait mandaté une somme de 15 000 € par an sur 3 ans et que vous voyez que ça double et qu'on fait l'effort du coup d'aller sur tous les dossiers pour évidemment accompagner toutes les communes. Juste pour conclure, donc vous l'avez compris, donc 2 communes passeront sur l'année prochaine, Chalmazel-Jansanière pour une partie et Saint-Bonnet-le-Coureau pour la totalité des dossiers, puisqu'il y avait trop de dossiers par rapport aux aides que le département apporte. Et puis pour avoir échangé avec Chantal Brosse, vice-présidente du département, il y a 2 heures, le dispositif serait bien reconduit pour l'année prochaine. Malgré les finances incertaines du département, il y aura bien une enveloppe pour aider les secteurs des communes centres et des communes du secteur sud pour 2025 et 2026. Donc, il s'agit ce soir de soutenir les 12 communes du canton de Moins-sur-Lignon dans leur projet de rénovation des pistes forestières et puis d'engager la somme pour l'agglomération de 30 533 € pour l'exercice 2024 et d'autoriser le président ou son représentant à signer les documents relatifs et la validation et au versement des aides auprès des ayants droit. Est-ce qu'il y aurait des questions ? Oui, j'ai une question. Donc, je vois à la commune de Marcoux, on est dans la liste. Mais c'est vrai que le classement des massifs, c'est un petit peu dommageable parce qu'on n'a que 30% de subvention. Je pense que le prix d'un chemin forestier à Chalmazel ou à Marcoux, c'est le même prix. Donc, j'aurais pu penser que l'agglo puisse mettre quelques pourcents de plus pour compenser ce manque. Donc, nous, on n'aura que 40% au lieu de 60%. Voilà, c'était une remarque, je l'avais déjà faite, mais je tiens à la refaire parce que ça m'embête. Alors, 2 points d'éléments de réponse. Le premier, c'est que concrètement, c'est pas l'agglomération qui a choisi les critères. On s'est calé sur les critères du département. Donc, il y a des massifs prioritaires et d'autres qui le sont moins. Donc, les massifs prioritaires, ils ont droit à 50% d'aide du département. Ceux qui le sont moins, soit à 30%. Et la deuxième élément de réponse, la commune de Marcoux était éligible partiellement par rapport aux critères du département. Et si on ne s'était pas battu, nous, l'agglomération, pour que Marcoux soit sur la liste, on aurait 11 dossiers et pas 12. Donc, c'est déjà bien que la commune de Marcoux ait 40% parce que c'était mal parti quand on a fait la commission d'attribution des aides, puisque le département souhaitait concrètement, comme il y avait du coup des critères que partiellement atteints par la commune de Marcoux, c'était plutôt non pour Marcoux. Et donc, on était présent et on a pu défendre le dossier de Marcoux pour le faire passer. Et donc, c'est déjà bien. Je pense que j'ai réussi à avoir 40% d'aide. C'était pas gagné, voilà, c'est ce que je voulais préciser. S'il n'y a pas d'autres questions, on peut passer au vote. Est-ce qu'il y en a qui seraient contre? D'autres qui s'abstiennent? Je vous remercie pour les 12 communes. Bonsoir à toutes et tous. Donc, il s'agit ce soir d'approuver la candidature de Loire-Forêt Agglomération comme structure porteuse de nos sites Haute-Chaume et Lignon du Forêt, ainsi que la présidence du comité de pilotage de ces 2 sites Natura 2000.
En effet, le Conseil régional Rhône-Alpes procède aux élections pour désigner la structure porteuse et pour la présidence du comité de pilotage Natura 2000 sur les sites Haute-Chaume et Lignon-du-Forêt. Notre agglomération s'investit très fortement pour ces deux sites Natura 2000 et il vous est donc proposé naturellement d'approuver la candidature de Loire-Forêt Agglomération comme structure porteuse et animatrice à titre dérogatoire, mais aussi d'approuver la candidature de Marie-Gabrielle Pfister à la présidence du comité de pilotage des sites Natura 2000. Y aurait-il des questions? Pas de questions. Y aurait-il des votes contre? Des abstentions? Eh bien, je vous remercie. Une abstention? 2 abstentions. Je vous remercie. Gabriel, pour la suite. Bonsoir à toutes et à tous. Il s'agit là maintenant de parler du plan climat air énergie territorial. Nous en avons un depuis 2019 qui se termine en 2025. Je vais demander au Conseil communautaire de bien vouloir acter la démarche de la construction d'un nouveau plan climat air énergie qui ira de 2025 à 2031. Avec le plan d'action pour la qualité de l'air qui va avec. Ce nouveau plan sera fait en concertation et en co-construction. Et avant de passer aux questions et au vote, je rappellerai qu'à compter de demain, il y a une réunion de pôle qui commence, auquel il y en aura 3, auxquels tous les élus sont invités pour participer à cette démarche de construction de ce nouveau plan climat, air, énergie territorial. Y aurait-il des questions? Alors, je vous propose le vote qui s'abstient, qui est contre. Je vous remercie. Ah, pardon. Point numéro 38. Voilà. L'augmentation de capital par Loire-Forêt Agglomération à la participation de la SEM Soleil. Actuellement, Loire-Forêt Agglomération est actionnaire à hauteur de 0,024% de ce capital pour 46 actions et une valeur de 690 €. Il vous est proposé d'augmenter à 19 actions nouvelles pour un montant total de 296,40 €. Voilà, en sachant que le montant de la participation au capital maximum pourrait être fixé à 986,40 €. Est-ce qu'il y aurait des questions? On peut passer au vote. Qui serait contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. On poursuit avec Evelyne Chouvier et une convention tripartite. Bonsoir. Vous savez que le réseau Copernic travaille aussi avec le département et il y avait des conventions département communes et Loire-Forêt commune qui vous avaient posé pas mal de questions. On a enfin pu arriver à faire une convention tripartite département, agglo et commune qui prendra effet de 2025 à 2027. Donc on vous demande d'approuver cette convention qu'on attendait depuis des années. Est-ce qu'il y a des questions? Des votes contre? Des abstentions? Merci. François Forcher pour un sujet en faveur de la petite enfance, enfance et jeunesse. Oui, bonsoir. Il est demandé de modifier l'intérêt communautaire pour que Loire-Forêt devienne autorité organisatrice dans le cadre de la loi Petite Enfance. Alors juste pour rappel, ce sera le point 1 et 2 qu'on a déjà en action par nos relais Petite Enfance pour les modes de garde. Donc voilà, il est juste demandé de modifier l'intérêt communautaire. Est-ce qu'il y a des questions sur le sujet? Non. Eh bien, s'il n'y a pas de questions, on va demander de passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Eh bien, merci pour ce vote. Et le dernier sujet à l'ordre du jour est présenté par Robert Ogef sur un fonds de concours.
Bonsoir à tous. Donc, par délibération du avant-dernier conseil communautaire, le 15 octobre, on avait validé le fait que Loire-Forêt puisse accompagner les communes dans l'aménagement de leurs sentiers de randonnée pédestre. Donc, on avait une enveloppe maximum de 20 000 euros pour ce fonds de concours. Le résultat aujourd'hui fait qu'il y a plusieurs communes qui ont été sélectionnées, qui sont rentrées dans les critères. Je les cite: Bonson pour la création de panneaux d'information et de panneaux de départ des circuits sur les chemins d'Anaïs, montant maximum 10 000, fonds de concours 5 000, parce que c'est la limite. Bar, installation d'une table d'orientation, montant estimatif 6 000, fonds de participation, fonds de concours 3 025, 55. Sur île Comtal, création de circuit avec panneaux de départ et panneaux d'information, projet à 7 840 euros, fonds de concours 3 772. Saint-Just-Saint-Rambert, création de 2 circuits avec panneaux d'information, projet 5 314, fonds de concours 2 657. Servières, création d'un panneau d'information et pose d'une barrière, projet 3 489, fonds de concours 1744. Verrières, aménagement de divers autour du réseau de circuits, un fonds de concours donc de 1 207 euros correspondant à 50% des 2 415. Saint-Hilaire-Cusson, à la mise en valeur des circuits de randonnée, création d'un panneau d'information des chemins de randonnée, pour un total donc de 18 777,93 euros. Avant de soumettre ça à votre vote, je rappelle que le soutien à Loire-Forêt Agglomération doit donner lieu à des délibérations concordantes des conseils municipaux et communautaires. Donc, il est proposé au conseil communautaire d'approuver l'attribution des fonds de concours suivants que je viens de lister, d'approuver la convention, pardon, j'ai un chat aussi, d'approuver la convention encadrant le versement du fonds de concours, que vous connaissez tous par cœur, et d'autoriser le président ou son représentant à signer la convention du versement de fonds de concours, ainsi que tous les actes nécessaires à la mise en place des fonds de concours. Y a-t-il des questions? Y a-t-il des votes contre? Y a-t-il des votes qui s'abstiennent? Une personne. OK. Merci. Merci Robert. Est-ce qu'il y aurait des questions sur les décisions et conventions contrats du président? Non, s'il n'y en a pas, quelques infos importantes. On vous rappelle qu'il y a une enquête actuellement sur le PCAET justement. Donc Boris Besnet, le cabinet, va vous renvoyer cette enquête. Ce serait bien que quelques élus y répondent, puisque dans le bilan, s'il y a 0 élu qui répondent, ça fait un peu désordre. Les vœux de Loire-Forêt Agglomération se dérouleront le mercredi 29 janvier. L'accueil sera à 19 h, le début des vœux à 19 h 30 à Noir-Étable, casino. J'excuse l'absence du maire, dont le fiston était assez malade ce soir, et sa suppléante a accouché il y a à peine une semaine et a pu se joindre. Rien à voir avec Julien, non mais je veux dire, suppléante accouchée, pas de lien de cause à effet. Noir-Étable n'est pas là, alors j'annonce les vœux à Noir-Étable, plus précisément d'ailleurs au casino de Noir-Étable. La prochaine conférence des maires sera le 28 janvier et traitera normalement du rapport d'orientation budgétaire. Je dis normalement parce que on est toujours dans le flou. Et le prochain conseil communautaire sera le 4 février. Je vous souhaite à chacune et chacun d'excellentes fêtes de fin d'année et donc à l'année prochaine.